Bienvenue à tous, on est content de vous revoir en vrai. On est dans une très grande salle parce qu'il y a des mesures sanitaires, comme vous le savez. Une soirée de restitution d'un projet qu'on a fait avec au moins une vingtaine de personnes. C'est eux qui vont l'initier. Et merci beaucoup d'être venus. On est ravis de vous retrouver sur une vraie scène. Qui sommes-nous? Des humains vivant sur Terre avec des vulnérabilités et des fragilités comme vous, qui ont des difficultés et qui essayent de s'en sortir comme vous. Nous nous sommes engagés dans la réalisation de ce hors-série sur l'art et la santé mentale. Ce qui nous réunit est une volonté de changer les images qu'on peut se faire de nous, d'informer un maximum sur la santé mentale qui nous concerne tous. C'est avec ce journal qu'on a voulu faire évoluer les mentalités. Le journal Tout va bien est un journal de solutions qui met en avant les initiatives positives de la région. Sa démarche est d'inclure à toutes les étapes, rédaction, interview, etc., dans la construction de ces hors-séries des personnes concernées par la thématique. Faire participer les citoyens, c'est l'ADN de Tout va bien. Et on est là car on a participé à la création de ce hors-série. Depuis octobre 2020, date à laquelle le projet a été lancé, nous nous sommes rencontrés régulièrement au sein du SUR CL3R avec l'équipe du journal pour concevoir le magazine. Malgré les conditions sanitaires et les freins liés au contexte, nous avons réussi à réaliser les interviews, les témoignages, qu'il vente ou qu'il neige, les photos et même à choisir la couverture ensemble. Et grâce à nous, vous avez échappé à une couverture dont on taira le nom. Surtout n'insistez pas, vous n'avez vraiment pas envie de la voir. Revenons à ce hors-série dédié à l'art et à la santé mentale. Vous y trouverez des interviews d'artistes, de professionnels, de personnes concernées, engagées dans ce domaine, comme Marianne qui a une page consacrée à ses travaux photographiques, des reportages sur des projets culturels liés à la santé mentale, des témoignages, des astuces pour bien vivre au quotidien. Essayez en tout cas. On ne va pas tout vous spoiler, mais quelques pépites sont à découvrir. On vous invite à le parcourir. On aimerait ajouter quelques mots sur notre expérience. Travailler ensemble, rencontrer des personnes interviewées, former cette équipe pendant quelques mois, tout ça a été enrichissant. En période de confinement, le fait de nous retrouver, de participer au projet, nous a permis de faire collectif, de préserver un lien social dans l'objectif de déstigmatisation. Que du bonheur, à presque oublier le confinement. Associé à ce hors-série, nous vous invitons à découvrir un livret de témoignages au fil des émotions, où 3 participants ont partagé avec nous leur expérience pour entretenir sa santé mentale. On souhaiterait vous lire les quelques lignes que Eva a voulu partager avec vous. Moi, le témoignage m'a permis de sortir de la stigmatisation en comprenant mon propre problème. Le témoignage m'a permis de prendre une place, d'avoir la parole, de dire ma réalité, d'éveiller des consciences, de m'enrichir, de gagner en estime et en confiance. On souhaite remercier particulièrement le lieu qui nous accueille. Merci à la Bourse du Travail. Lauriane, l'initiatrice de ce projet, qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure, autant pour rigoler que pour bosser. Floriane, de l'équipe Zest, qui nous a épaulés à ce projet, et le trio pour nous avoir épaulés. Les journalistes et services civiques qui nous ont guidés. Les stars du journal qui se sont prêtés au jeu, qui ont répondu à toutes nos questions. Merci à vous, public, de suivre Tout va bien, car sans vous, ce journal ne pourrait exister. Et nous vous remercions de partager ce hors-série en devenant acteur de la déstigmatisation de la santé mentale. Et le meilleur pour la fin, on souhaiterait vraiment remercier tous les participants qui ont tout donné pour faire vivre ce hors-série avec enthousiasme, courage et bravoure. On laisse le micro à Lauriane pour lancer le programme de ce qui va suivre. Bonne déstigmatisation et bonne soirée.
en même temps que vous, donc je suis très très contente. C'est un énorme effort de monter sur scène, cette grande scène. Donc vraiment, vraiment bravo à eux, je serai très fière, très contente. Il y a Jacques qui nous improvise, il va y avoir des surprises ce soir. Jacques va nous lire une fable de La Fontaine en quelques petites secondes, juste avant qu'on lance une vidéo. Après, on aura le concert de Chloé Cédille à l'accordéon qui devait être à la fin, mais qu'on avancera un petit peu, étant donné l'heure. Et on finira par un caout, et vous aurez un abonnement au journal à gagner. Attention, il y aura une compétition entre nous, mais on pourra offrir à tous ceux qui veulent. Allez, merci beaucoup. Jacques sur scène. Est-ce que ça va? Tu peux prendre le micro. Oui. Ok. Est-ce que je veux pas prendre le micro, mais je veux voir. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bah, c'est super jusque-là. Alors j'avais préparé juste 2-3 lignes, c'est très très court. Je prends mon portable, désolé. Pourquoi j'aimerais vous dire un texte de théâtre? En fait, c'est... Voilà. Je voudrais vous dire que le théâtre m'a aidé à améliorer ma santé mentale, qu'il m'aide dans mon quotidien, et surtout que la lecture et le travail de grands auteurs comme Jean de La Fontaine m'aident à mieux vivre. Voilà. Donc en fait, moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir, c'est que j'ai remarqué des fois que ça m'était plus difficile de parler à une fille, parce que je ne sais jamais trop quoi lui dire, et quand j'ai envie de lui dire des choses, j'ai l'impression que si je lui dis trop de choses, eh ben, elle va le répéter. Et ça me fait penser à une fable de La Fontaine qui dit que rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux femmes. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, je n'en puis plus, qu'est-ce là? On me déchire, quoi? J'accouche d'un œuf, oui, le voilà, frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule, enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine, « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. À nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier le mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre, hein? Vous ne savez guère quel je suis, allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle, l'autre crie déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits, au lieu d'un œuf, elle en dit 3, ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Sur scène de Jacques, c'est chouette, un chouette comédien. On va pas trop tarder dans les discours ou quoi que ce soit pour rattraper le petit retour de début. On va demander à Marie de lancer une vidéo dans quelques secondes du professeur Franck qui n'a pas pu être là puisqu'on a dû décaler la date pour trouver une salle assez grande pour s'accueillir dans les conditions nécessaires. Du coup, c'est une petite vidéo, ça dure 12 minutes 59, comme vous pouvez le voir, et il va vous parler de santé mentale. On se retrouve juste après pour le concert. Merci. Je m'appelle Nicolas Franck, je suis psychiatre, j'ai eu mon diplôme de psychiatre en 1998, j'ai tout un parcours en tant que psychiatre de secteur. En parallèle, j'ai fait une thèse de sciences dans les années 1990 et début 2000, je l'ai soutenue en 2001. Je souhaitais comprendre plus précisément quels étaient les mécanismes cérébraux et cognitifs des symptômes psychotiques. Et puis par la suite, j'ai pu, grâce à ce double parcours, m'engager dans une carrière universitaire. J'ai été responsable d'une équipe de recherche au CNRS pendant un certain nombre d'années, après mon habilitation à diriger les recherches. Et ma pratique de recherche et de psychiatre se sont rejointes à un moment donné, parce que j'avais finalement conduit pas mal de travaux qui explicitaient comment les personnes et pourquoi les personnes avaient tel ou tel trouble psychotique. Et en pratique, ça n'aboutissait pas à des solutions thérapeutiques sur le secteur de psychiatrie générale où je travaillais. Donc je me suis engagé dans la création de structures spécifiques et de soins spécifiques. Structures spécifiques de réhabilitation psychosociale, soins spécifiques de remédiation cognitive. Donc tout ça s'est étalé sur un certain nombre d'années, entre les années 1990
et 2000, et à partir dans la décennie 2010, je me suis complètement consacré pendant 10 ans à la réhabilitation psychosociale, avant de revenir sur le secteur pour introduire les techniques de réhabilitation psychosociale finalement sur le secteur de psychiatrie générale. L'objectif étant très globalement d'améliorer le pouvoir de décision et d'action des personnes suivies et donc de leur donner plus de chances de se rétablir. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Je pense que la santé mentale, on en parle bien trop en termes de troubles de santé mentale, ce qui a tendance à ne pas être très attirant pour les gens et à contribuer à la stigmatisation. À mon avis, on ferait bien mieux de parler de la santé mentale comme une dimension de notre santé qui doit être normalement positive. La santé mentale, c'est le bien-être mental, c'est le fait de se sentir suffisamment bien, en harmonie avec ses projets, avec soi-même, avec ses proches, avec son environnement. Et après, c'est un continuum entre le bien-être mental, la bonne santé mentale, les troubles caractérisés, et puis entre les deux, le mal-être. On a vu avec le confinement que la santé mentale des Français, elle passait du bien-être mental au mal-être. Ceux qui étaient déjà dans le mal-être au départ, ils passaient dans les troubles caractérisés, par exemple la dépression, troubles anxieux ou des stress post-traumatiques. Et puis ceux qui étaient déjà dans les troubles caractérisés, leur état, ils s'aggravaient encore. Parce qu'on a mis, avec toutes ces mesures pour lutter contre le coronavirus, la pression, donc un stress à la population. Et donc ça les a fait glisser sur le continuum de santé mentale. Mais normalement, ce qu'on vit, c'est d'être tous dans le bien-être. Il y a 3 notions dont il faut qu'on parle. Il ne faut pas confondre le rétablissement, propre aux personnes qui se rétablissent, et c'est à eux de le définir. Normalement, ils vont dire, enfin le plus souvent, ils disent qu'ils se rétablissent quand ils ont atteint un certain niveau de bien-être, dont on vient de parler. Après, vous avez la réhabilitation psychosociale, ça, ce sont des outils de soins, des professionnels, qui les déploient pour favoriser le rétablissement, pour mettre les personnes dans les conditions les plus favorables au rétablissement. On ne peut pas conditionner de l'extérieur le rétablissement des personnes, ça leur est propre, comme je vous le disais. Par contre, on peut les mettre dans des conditions qui ont plus de chances d'aboutir à un rétablissement, c'est-à-dire en donnant une meilleure connaissance d'eux-mêmes aux personnes, de leurs capacités, de leurs limitations, et puis en renforçant les capacités, en augmentant le pouvoir de décision et d'action. Donc ça, ce sont les outils de réhabilitation psychosociale qui font ça, pour promouvoir le rétablissement. Et parmi les outils de réhabilitation psychosociale, vous avez la remédiation cognitive, qui limite l'impact des troubles cognitifs, c'est-à-dire améliorer les capacités d'attention, les capacités de mémorisation, les capacités visio-spatiales, les capacités de planification, de flexibilité, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, et puis aussi les capacités de cognition sociale, c'est-à-dire comprendre autrui pour interagir positivement avec lui. En permettant aux personnes d'exploiter au mieux leurs possibilités dans toutes ces dimensions, on leur donne plus de chances d'aller vers le rétablissement. Alors, le dernier livre effectivement, auquel vous faites allusion, c'est Covid-19 et les stress psychologiques. C'est un livre que j'ai écrit pendant le premier confinement, celui du printemps 2020, et qui est paru le 28 octobre 2020, la veille du reconfinement. Il est très lié au confinement, d'ailleurs il porte sur les effets du confinement. Pourquoi ? Écoutez, quand on a eu cette crise, avec ce bouleversement complet de nos repères, cette perte complète de nos repères, avec cette incapacité à savoir ce qu'allait advenir, je me suis dit c'est un stress majeur pour la population, il faut essayer de comprendre ce qui va lui permettre de surmonter l'obstacle. En fait, j'étais dans le cadre d'une approche orientée rétablissement. Je ne me suis pas dit c'est affreux, il faut mesurer les maladies. Je me suis dit on va plutôt voir ce qui protège les Français. Donc avec un collègue qui est le docteur Frédéric Asbart, qui est maître de conférence et qui travaille dans ce pôle, donc qui est dans le bureau en face du mien, avec une interne élodisante qui depuis est devenue assistante dans mon pôle. Avant elle était interne à Rouen quand elle faisait ça, interne en psychiatrie. Nous avons monté une enquête pour répondre à cette question. Quels sont les facteurs qui allaient protéger les Français des effets du confinement, enfin des restrictions, et donc qui allaient préserver leur bien-être mental. Donc on a croisé un score et l'échelle de bien-être mental avec des paramètres sociodémographiques, avec des paramètres d'occupation, et puis on en a profité également pour mesurer les consommations pendant le confinement, parce que les personnes qui sont désœuvrées, elles peuvent avoir tendance à augmenter certaines consommations de substances ou d'écrans, puisque c'était le seul moyen de communication. Donc on va revenir là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a mesuré ? Qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien, on a vu que le score de bien-être mental de la population était globalement abaissé, que certaines catégories de population avaient un score qui était effondré, en particulier les étudiants, les personnes qui avaient déjà des difficultés mentales, psychiques, et puis les personnes désœuvrées, les personnes qui n'avaient pas de travail. On s'est aperçu également, parce qu'on a repris cette enquête à l'automne pendant le deuxième confinement, que le deuxième était pire que le premier. Donc l'altération du bien-être mental, ce n'est pas lié à l'intensité des mesures de restriction, c'est plutôt lié à l'accumulation des épreuves. Si vous voulez, pour vous citer un exemple chiffré, le score moyen à cette échelle, pour le bien-être mental des Français, c'est 53, que ce soit la population générale ou les étudiants.
Premier confinement, population générale 49, étudiants 46. C'était déjà très diminué. Deuxième confinement, 46 population générale, 42 les étudiants. Un effondrement complet. Alors que les gens étaient moins fermés, hein, vous vous souvenez, pendant le deuxième confinement que pendant le premier. Mais ça venait après un premier confinement, une succession d'épreuves avec des restrictions qui s'intensifiaient pendant l'été, les masques qui étaient apparus, le couvre-feu, etc., etc. Donc c'est la succession d'épreuves qui a aggravé le bien-être mental. Qu'est-ce qui protégeait les Français? Le fait d'avoir des contacts sociaux. Plus les contacts sociaux étaient intenses et importants en termes de quantité dans la journée, meilleur était le bien-être mental. Ça, c'est quelque chose qui est complètement incontrôlable, on peut agir dessus, donc il faut encourager les Français à la solidarité. Et ça va être la même chose, pour surmonter une épreuve, quand on a une souffrance psychique, il faut être solidaire. Donc ça, c'est un message positif. La pratique d'une activité sportive, donc l'heure de sortie, quand c'est un confinement très strict, il faut l'utiliser pour aller marcher, courir, faire du vélo, faire tout ce qui est autorisé. Ça, c'est très important. Ensuite, ça, c'est structurer ses journées, c'est ne pas laisser son quotidien devenir chaotique, en dormant n'importe quand, en s'alimentant n'importe comment. Après, ça va être des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Par exemple, mieux on est logé, plus on a un accès à l'extérieur, plus c'est facile. Mais ça, on n'a pas de contrôle. En même temps, si on a le choix, si on est étudiant, plutôt que d'être confiné tout seul dans sa petite chambre à l'autre bout de la France, il vaut mieux aller se confiner dans la maison avec ses parents, parce qu'on aura à la fois les contacts sociaux et un cadre de vie plus important, puis un accès à l'extérieur. Vous voyez, ça peut conditionner des choix de lieu de confinement. Donc on a observé tout ça, et puis on a vu que les consommations de substances avaient augmenté, les consommations d'écran avaient explosé, c'est normal, mais surtout il y avait une perte de contrôle pour une partie de la population pour les consommations de substances, mais surtout pour les consommations d'écran. Une personne sur 6 déclarait ne plus contrôler son recours aux écrans. C'est-à-dire qu'une personne sur 6, un Français sur 6 avait une addiction aux écrans. Quand même, cette étude-là, c'était pendant la deuxième semaine de confinement, c'est sur 11 400 personnes. C'est significatif, c'est important. Donc voilà, des leçons très concrètes ont été tirées de cette enquête. Et après, parmi les leçons très concrètes, c'était des conseils pour aider la population à faire face. Ça veut dire se projeter au-delà de l'épreuve, ça veut dire l'affronter collectivement, ça veut dire structurer ses journées, se fixer des objectifs au quotidien, garder des temps de pause, ne pas laisser son travail, si on était en télétravail, envahir tout, infiltrer tout. C'est pas facile, on a vu des burn-out après le premier confinement, parce que les gens mélangeaient tout avec le même moyen de communication, c'était très compliqué. Et puis ça veut dire aussi se projeter au-delà, garder essayer d'imaginer ce qu'on va faire quand on sera sorti de la crise. Sorti de l'étape, sorti du confinement, mais sorti de la crise aussi, parce que ça permet de restaurer l'espoir. Donc ça, c'est des petits conseils pratiques, mais c'était aussi, par exemple, se fixer un objectif pour la période en cours, pour la période de confinement, par exemple. Parce que ça peut aider à la vivre mieux, pour s'en emparer positivement. Donc voilà un peu la leçon qu'on en a tirée dans une optique très positive. Et que la santé mentale est entrée quand même dans le discours des décideurs, y compris du président de la République, lors de son dernier discours. Donc ça, c'est un effet collatéral positif de la crise. Parce que ce domaine de notre santé, qui a toujours été laissé de côté, qui était un petit peu tabou, voire stigmatisé, là, il entre un petit peu dans la conception générale, et on dit que c'est un enjeu de la crise, et probablement un enjeu de la santé en général. Donc ça c'est très intéressant. Alors pourquoi c'est important de lutter contre la stigmatisation des personnes qui ont un trouble, ou la stigmatisation des troubles? Tout simplement parce que ça conditionne finalement leur acceptation par la société, la réussite de leur vie, la réussite de leur projet, et aussi parce que les personnes s'approprient les stéréotypes sociaux, et qu'elles s'auto-stigmatisent, et qu'elles ne se laissent aucune chance de réussir. Moi j'ai vu beaucoup de gens depuis des années qui me disent je suis schizophrène, donc elles se catégorisent, elles se définissent par leur maladie, ce qui n'est pas une bonne manière de faire, c'est sûr. Donc il faut déjà leur expliquer qu'on peut peut-être faire autrement et qu'elles ne sont pas que leur maladie, qu'elles ont d'autres qualités et défauts, enfin d'autres caractéristiques. Donc elles peuvent se définir par leur maladie, et puis elles peuvent aussi croire en fait à ces a priori qui sont faux. Je suis schizophrène, je suis dangereux, je suis schizophrène, je suis un bon à rien, je suis schizophrène, je ne peux pas travailler. Donc c'est non, je suis une personne avec une schizophrénie, et il y a plein de personnes avec schizophrénie qui travaillent et qui subviennent à leurs besoins. Il y a plein de personnes avec schizophrénie qui sont heureuses, il y a plein de personnes avec autisme qui se débrouillent et qui ont des contacts sociaux parce qu'elles se sont adaptées, parce qu'elles ont su comment faire avec. Donc tous ces stéréotypes sociaux, il faut les combattre, à la fois au niveau de la société pour qu'il y ait une meilleure acceptation des personnes, puis à la fois au niveau des personnes pour qu'elles osent aller de l'avant, et qu'elles croient en leur rétablissement pour les personnes avec troubles psychiques sévères, ou en leur inclusion sociale pour les personnes avec autisme. Donc on a besoin de beaucoup travailler là-dessus, c'est une dimension qui joue un rôle considérable. Les données scientifiques le montrent, en termes de possibilités de rétablissement et d'inclusion sociale, l'autostigmatisation, la stigmatisation, c'est au premier plan. Or c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé,
y compris dans nos dispositifs thérapeutiques. Donc on a besoin de créer des groupes pour parler de ça et pour permettre aux personnes de s'échapper, de sortir de l'autostigmatisation. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus en France. Mais c'est nouveau pour l'instant. Et puis on a besoin de communiquer pour que la population générale ait une meilleure image des troubles psychiques. Et pour ça, je pense qu'il faut partir de la notion positive de santé mentale. Puis ensuite, si on considère qu'on a tous une santé mentale, on peut considérer qu'on peut tous avoir des troubles, et que ceux qui ont des troubles, ils méritent aussi de réussir leur vie. Et vous voyez, la boucle est bouclée, et là on arrive à avoir quelque chose qui est plus optimiste et plus réaliste. La stigmatisation, c'est de penser que les gens qui ont un trouble mental, ils constituent une catégorie à part, qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, qu'ils n'ont pas les mêmes droits. C'est le principe de toute stigmatisation, c'est créer une sous-catégorie d'humains qui n'est pas pareil que les autres. Donc là, il faut que tout le monde considère que l'être humain, il a une santé mentale qui peut être favorable, se dégrader, mais que ça n'empêche pas d'avoir des qualités, de réussir sa vie. Même s'il a de grosses difficultés, il peut réussir sa vie. Le rétablissement, c'est pour toutes les personnes, y compris avec une schizophrénie sévère. Après, chacun doit fixer ses objectifs selon ses capacités et ses limitations. Mais chacun a le droit d'avoir des objectifs, et en même temps, c'est même pratiquement un devoir, parce que sans ça, comment s'en sortir? Donc ça, c'est le message qu'on doit leur faire passer. Il faut qu'ils puissent se l'approprier. Le fait de renforcer le pouvoir de décision et d'action, d'être dans le cadre d'une approche orientée rétablissement, une approche positive, avec une attente positive et optimiste pour les personnes qu'on accompagne, c'est pas seulement pour des structures spécialisées, c'est pour tout professionnel de la santé mentale, pour toute personne de la société à la limite, mais dans un premier temps pour tout professionnel de santé mentale. Donc on a un gros enjeu de formation pour que ce message et ces pratiques se généralisent complètement dans notre dispositif en France. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais je pense qu'on va y arriver. Effectivement, ça fait 3 ans que j'attends ce moment, que plusieurs soignants, dont certains présents ce soir, l'espèrent très fort, tout en étant confrontés à une réalité médicale qui est là. Le message me tient à cœur de porter ce soir, c'est simplement le fait d'être là. Rejouer, pour moi, signifie nécessairement accepter cet état de fragilité, accepter mon corps funambule et prendre le risque de trébucher. Je ne sais où ce concert nous mènera ce soir, mais je suis heureuse d'être là, heureuse de vous retrouver et je vous remercie. Je vous remercie de me permettre à nouveau de partager des arcs-en-ciel et des sourires avec vous ce soir. L'hiver de Vivaldi revient à gravir mon Everest, puisqu'il s'agit d'un challenge physique incontestable, notamment à travers les bellow shakes, qui signifie littéralement secouer le souffle, donc ces fameux mouvements de va-et-vient très rapides. Cette pièce est la preuve qu'on peut repousser les frontières de l'impossible un peu plus loin. L'hiver, c'est extrêmement symbolique pour moi parce que c'est la toute dernière pièce que j'ai jouée en concert avant de me retrouver donc paralysée des pieds à la tête dans l'impossibilité de jouer. Et bien que l'hiver d'hier résonnait tout autrement que l'hiver d'aujourd'hui, il y a, je crois, une victoire dans cet hiver de cette vie qui revient et d'une
chemin traversé également. La musique m'a relevée. La musique, en quelques mots, c'est difficile de dire combien je lui dois. Mais lorsque je ne pouvais que jouer mentalement en regardant le plafond blanc pendant des heures, il y avait une sonate de Scarlatti que me jouait une amie dans ma chambre d'hôpital, et j'avais envie de vous la partager ce soir. Je n'ai jamais joué aussi crispée et aussi malade en concert. Alors j'ai beaucoup douté, et je doute encore souvent. Mais je me rappelle vos applaudissements, vos sourires et vos larmes. Et alors je puise l'énergie et la force de poursuivre. Jouer Révélation, c'est faire de mon espérance une réalité, puisqu'en janvier 2018, quelques jours avant la paralysie, c'est une pièce que m'avait fait découvrir et confier à Monsieur Jacques Mornay, qui était mon professeur et à qui je dois beaucoup. À ce moment-là, je lui ai donné rendez-vous quand je jouerai à nouveau Révélation, et je ne sais pas trop s'il m'a cru, parce que les médecins étaient nettement moins enthousiastes. D'accepter cette condition de fragilité dans une société où on apprend à cacher nos failles et nos faiblesses depuis l'enfance. Ce n'est pas forcément simple d'oser la porter sur scène, la révéler en toute
en toute humilité. Je crois que l'acte performatif mène cette maîtrise à son apogée. On apprend à cacher les passages difficiles, techniques ou physiques. Et dans mon cas, ce n'est plus possible. Mais cette fragilité est aussi belle et en elle, je crois, chacun peut se reconnaître. Je n'ai techniquement jamais été aussi fragile et quelques notes voisines ou étrangères se glissent parfois dans mes pièces sans que je ne les ai véritablement conviées. Mais tant pis si le discours est un peu perturbé. La vie aussi, je crois, est souvent perturbée. Il y a une telle chaleur humaine, alors à ce moment-là dans la salle, et tant d'amour et de bienveillance que je me sens tout à fait portée et jouer malgré le défi physique me semble alors comme une évidence. Je souhaitais remercier un certain nombre de personnes à qui je dois le fait d'être là. Je crois que je ne serais pas là sans le jeune homme qui est à côté de moi et qui me permet de rester debout dans les moments les plus difficiles. Les soignants aussi, dont je sais la présence dans la salle pour certains. Toute l'équipe du SAMSA Lyon 8. Également les soignants du Medipôle. Et puis j'ai une personne que j'ai envie de remercier tout particulièrement. C'est une femme formidable, médecin, à qui je dois la vie, je crois, parce que ma vie serait tout autre sans sa rencontre. Merci Ségolène, merci de me permettre d'être là. Et Et je crois que le plus beau remerciement en fait, que je peux leur faire, parce que les soignants, vous savez, ils sont très très humbles. Quand on les remercie en général, ils disent qu'ils ont fait leur métier. Également, je pense qu'on peut les applaudir bien fort parce que sans eux, je ne pourrais pas.
Mélanie Brégon, notre professeure, qui voit l'envers du décor que vous voyez là, qui n'est pas forcément simple. Les quelques bémols qui ont entrecoupé les partages musicaux en sont qu'un extrait. Et voilà, je voulais vraiment la remercier parce que j'aurais peut-être, malgré mon caractère de têtu, j'aurais peut-être abandonné l'idée de reprendre une route musicale et je n'aurais certainement pas eu l'audace d'être là ce soir. Merci à vous tous et puis à toutes celles et ceux aussi qui n'ont pas baissé les bras quand je ne les avais pas, qui m'ont prêté main forte. Voilà, les amis voyageurs qui ont pu me porter dans leur cœur et leur pensée et me visiter parfois de longues heures sur mon lit d'hôpital. Merci beaucoup. Quand on a voulu organiser cette soirée, un peu comme tout ce projet, on s'est battu pour le mener alors que les conditions étaient un peu contre vents et marées. Chloé se bat pour jouer cette musique ce soir et c'est très très beau. On a voulu que ce soit elle, c'est-à-dire quand on s'est dit on va faire une soirée pour clôturer ce projet, communément tout le groupe a dit ce sera Chloé parce qu'elle est dans le journal. Et on ne regrette pas d'avoir fait venir ce soir pour passer ces beaux messages d'optimisme et d'espoir qu'on avait envie de vous donner puisqu'on savait que tout va bien quand même. Et je laisse Romain et Sarah monter sur scène pour ce jeu contre les stéréotypes sur la santé mentale dans la pop culture. Ouais, merci. Parfait, vous m'entendez. Donc déjà, avant que tout le monde inscrive leur nom, je vais vous présenter le dispositif ZEST, qui est un nouveau dispositif, qui est un dispositif de zone d'expression contre la stigmatisation. C'est un dispositif global, en fait, comment dire, l'essentiel des actions en fait, sont éducatives et ludiques, ce qu'on nous propose là, c'est-à-dire une conférence qui est normalement faite pour des étudiants d'1h30. C'est un quiz qui est adapté pour l'échange. Aujourd'hui, ça va durer 30 minutes parce que voilà, on a dû diminuer et gagner du temps. Simplement pour vous dire que l'essentiel des actions donc éducatives, comme je viens de dire, et de sensibilisation à travers les témoignages qui ont beaucoup d'impact en fait à la déstigmatisation. Donc nous sommes Sarah et Romain, des psychologues, et puis il y a Marianne, et Floriane qui sont chargées de com et éducatrices spécialisées. Et Samy, oui, qui est encore stagiaire au sein du dispositif et qui est là. Excusez-moi, ça va être le stress d'être sur la scène. Donc voilà, on participe tous à la coordination de ce dispositif et maintenant je pense que tous les membres doivent être là, j'espère. Et peut-être qu'on va pouvoir démarrer. Est-ce que... Juste, donc vous verrez, il y a différentes modalités de réponse selon les questions. Ça sera explicité à chaque fois et on fera peut-être un petit rappel. Et donc l'idée effectivement c'est de parler de la représentation de la santé mentale dans la pop culture, c'est le cinéma et séries télé, et d'apporter de l'information aussi. Comme disait Sarah, on l'a fait en version de 30 minutes, là on a bien dansé, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et on va voir aussi niveau technique, on va devoir, à chaque fois qu'il faut changer de diapo, donner le signal à Marianne et Samy. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite par une première question qui en fait n'est pas vraiment une question, c'est on va regrouper un nuage de mots sur vos représentations. Donc voilà, la question que vous êtes posée, si on vous dit trouble psychique, santé mentale, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Un seul mot. Bon, si vous êtes là ce soir, on imagine que vos représentations ne sont peut-être pas les pires, du coup. Mais l'idée, c'est de partir de ça, de qu'est-ce que les gens ont aussi en tête, notamment quand on va auprès d'un public étudiant, pas forcément du tout sensibilisé. Ok, ouais, nous aussi on aime ça. Donc voilà, là on a devant nous un petit peu un échantillon de vos représentations.
en plus gros, c'est ce qui est revenu plusieurs fois en fait, du coup. Donc on voit que souffrance, par exemple, revient du coup majoritairement. Maladie. Voilà, après les autres rétablissements arrivent, bon, folie, maladie, folie. Rétablissement arrive à la suite, c'est pas mal. On voit qu'il y a des gens sensibilisés. Et puis après, tout un tas d'autres choses, du coup, pouvoir d'agir, mal et bien-être, stigmatisation, flou, donc qui rejoint folie, baigner, voilà. Pouvoir d'agir, maladie, anxiété, schizophrène, psychologue. Voilà. Donc, là, voilà, l'idée c'était en tout cas de faire un petit point, effectivement, un petit état de lieu. Je voulais juste rajouter, ce qu'on peut voir, c'est que la souffrance apparemment est au premier abord, mais comme disait Nicolas Franck tout à l'heure dans la vidéo, la santé mentale concerne tout le monde, elle ne suffit pas à la souffrance. Voilà, c'est aussi tout un processus, mais aussi un état qui est à maintenir. Et donc on passe à Marianne et Céline de lancer la suite. Voilà. Donc, là, un petit point juste un petit peu théorique du coup sur effectivement quand on parle des représentations de la santé mentale, ça c'est des données qui sont tirées d'une étude du docteur Jean-Yves Giordana. Donc voilà les représentations qui ressortent le plus. C'est la violence et la dangerosité. Alors que toutes les études montrent que les personnes qui ont des troubles psychiques ne sont pas plus violentes, au contraire, elles sont bien souvent plus victimes de violence. En fait. La notion de personne hors norme, donc qui sera incapable de se conformer, et la notion de plus vision infantile. Voilà, et donc ces représentations, elles vont entraîner des attitudes discriminantes, du coup. Ces attitudes qui peuvent être du coup l'exclusion, le dirigisme, ou l'infantilisation. Et comme on parlait tout à l'heure un petit peu aussi Nicolas Franck, là où ça a posé le problème aussi, c'est quand on s'applique ces représentations à soi-même. C'est ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Donc voilà, si on dit vous avez un trouble du spectre de la schizophrénie, est-ce que ça veut dire que je suis violent et dangereux? Est-ce que ça veut dire que je suis imprévisible? Voilà, on voit comment ça peut poser de réels soucis. Et du coup, pardon, limiter l'accès aux soins et la reconnaissance de sa propre souffrance. Du coup, on va basculer sur un nouveau nuage de mots. Cette fois, voilà, quand on parle de trouble psychique, santé mentale, encore une fois, quel serait le film, la série télé qui vous vient à l'esprit? Si vous n'arrivez pas à rentrer dans le entier, rentrez ce que vous pouvez, c'est normal, il y a une limite dans les lettres, mais on comprendra. Oui, parce qu'en fait, ce quiz est relié à la pop culture. Le but est de stigmatiser, de sensibiliser, d'informer à travers ces médias qui, malheureusement, je ne donne pas toutes les réponses. Mais en tout cas, oui, la réalité, c'est que aussi, les séries télé, le cinéma, ça a un impact sur les émotions, un impact émotionnel. Et en fait, c'est cet impact émotionnel qui va influer majoritairement nos représentations. Les représentations qu'on a, c'est pas l'information qui va les changer principalement. On vous en fait quand même un petit peu ce soir, mais ça joue beaucoup par l'émotion. Donc c'est pas anodin. On a un peu plus de réponses. Un gros. Ah oui, voilà. Je ne pensais pas en entier, c'est pour ça que je vais préciser celui qui allait sortir. Du coup, effectivement, on voit au-dessus d'un beaucoup qui ressort majoritairement. Voilà, sachant qu'effectivement, sur la représentation de la santé mentale, c'est quand même une représentation très particulière du soin, si on peut appeler ça le soin dans ce film. Pour la petite histoire, l'anecdote, Milos Forman, le réalisateur, vous voyez dans ce film une allégorie du régime totalitaire en République tchèque, en fait, en Tchécoslovaquie à l'époque. Donc ça donne l'idée d'une vision effectivement très
très particulière et finalement décalée de l'accompagnement. On voit Shutter Island, il parlait d'autoritarisme de prison, Shutter Island, bon exemple aussi. Forrest Gump, Alien Paul, parce qu'il y en a beaucoup qui passent. On est plusieurs qui en fait sont. On en a encore plus, tu vois. Batman version Joker, on en parlera un petit peu. Rayman, un homme d'exception. Un homme d'exception qui a une vision relativement positive. Shining, effectivement, c'est des films thrillers comme ça aussi, ça nous vient souvent. Joker, encore. La réalité, c'est que la majorité de ces films en fait, véhiculent des messages qui ne sont pas forcément juste sur la santé mentale et les troubles. Bravo, déjà. 24 bonnes réponses. Donc effectivement, ce film, c'est L'armée des 12 singes. C'est un film, vous le verrez comme plusieurs films dont on parle ce soir, qui, pour ses qualités cinématographiques, il n'y a pas de souci. Il a été primé de nombreuses fois. Ça a valu à Brad Pitt en particulier de nombreux prix. Par contre, si on réfléchit à cette scène, l'image qui est véhiculée à la fois des soignants, du lieu de soins et des personnes concernées, du coup, par les troubles psychiques. On voit qu'on a à la fois une image prison où il faut s'échapper, une genre de jungle, une personne complètement rendue incapable, Bruce Willis, la barre aux lèvres. Voilà, on peut noter, en tout cas, malgré la qualité du film, des représentations très stigmatisantes, du coup, pas du tout dans le rétablissement. Et donc, on va passer à la slide suivante. Un petit point sur les scores. Donc, Dom est en tête, suivi par Audrey et Béné. Béné qui avait marqué son nom en réponse. Bon. Et ça, c'est juste un petit point sur une étude qui a été réalisée qui vous montre, si on prend l'exemple de la schizophrénie, dans quel style de film elle se retrouve le plus. Donc, on prend les trois premiers. Vous voyez, c'est thriller, drame, film d'épouvante. Bon, ça se passe de plus de commentaires, je crois. Ce que je voulais dire, c'est que ça nourrit forcément la représentation. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux émotions, ça s'ancre dans le cognition. Ouais, bon, vous avez des discours. Quel pourcentage de la population vit des troubles psychiques au cours de sa vie? On n'est pas encore très d'accord sur la théorie. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure. Et alors, effectivement, si on prend les chiffres de l'OMS, en Europe, c'est une personne sur 4 qui sera du coup concernée par un trouble psychique au cours de sa vie. Alors, parmi les personnes suivies en psychiatrie, combien sont hospitalisées? Effectivement, vous êtes assez fort quand même. Effectivement, en fait, si on prend les chiffres, d'ailleurs, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est même en fait 17% seulement des personnes suivies en psychiatrie hospitalisées. Donc en fait, ce qui veut dire que 83% des personnes ne le sont pas. Ce qui est aussi, si on prend les représentations, encore une fois, dans les films et les séries télé, voilà, le monde du sport en santé mentale, le trouble psychique, est majoritairement représenté par les hospitalisations. On peut vivre avec un trouble à l'extérieur des murs et s'en sortir et se rétablir. Vous m'impressionnez. Bon, on n'a pas n'importe quel public, je crois, ce soir.